Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre podcast dédié à l'IA et l'IA générative et particulièrement dans notre série de podcasts où nous présentons des entreprises qui mettent l'IA au cœur de leurs solutions. Alors avec une mention spéciale aujourd'hui puisque j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir une entreprise de renommée mondiale, Schneider Electric, avec un de ses dignes représentants, Hichem Bouafoura, qui est CTO monde de la branche Digital Energy. Bonjour Hichem. Bonjour Anis, et plaisir partagé, merci pour ton invitation. Eh bien écoute, moi je suis ravi de pouvoir t'accueillir aujourd'hui dans ce podcast. Alors Schneider Electric aujourd'hui est un acteur mondial qui intervient dans la chaîne de valeur de l'énergie avec un certain nombre de solutions qui permettent de répondre à des défis majeurs, importants, notamment on va dire pour simplifier deux enjeux. D'abord un enjeu autour de la décarbonation qui quelque part est un enjeu d'humanité, et puis également un enjeu lié à la gestion et la consommation d'énergie. Et Schneider développe des solutions pour répondre à ces enjeux, et notamment également aujourd'hui développe des solutions avec de l'IA. Et donc, on va ensemble échanger à travers une série de podcasts pour voir comment vous avez, et vous, au quotidien, développé des solutions qui permettent autant aux professionnels qu'aux particuliers, justement, de pouvoir répondre à ces différents enjeux. Alors, particulièrement, nous allons développer trois podcasts ensemble, puisqu'on a préparé un petit peu cet échange. Un premier thème autour du bâtiment et de l'immobilier, puisque c'est une des branches importantes de Schneider et dans lequel il y a beaucoup d'enjeux par rapport aux sujets abordés ensemble. Un deuxième autour des data centers et cette interdépendance entre l'IA et les data centers, on verra ensemble comment vous vous inscrivez dans cette thématique. Et puis le troisième sujet, comment Schneider Electric utilise l'IA dans ses propres processus internes. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te laisser un petit peu la parole pour que tu puisses te présenter quand même. Très bien, merci Anis. Alors, je suis donc Chief Technology Officer pour la division Digital Energy de Schneider Electric. Je vais revenir sur ce que ça veut dire, mais un petit mot sur Schneider Electric. Déjà, on ne fait pas d'ascenseur. Voilà, c'est une confusion fréquente qu'on entend et voilà, on en rigole en interne et parfois aussi dans nos spots. On fait plus que les interrupteurs que vous pouvez voir chez vous, qu'on peut avoir à domicile, les interrupteurs, les prises. Ça, c'est une partie importante de notre métier. En fait, on est vraiment un partenaire des entreprises qui souhaitent effectivement déployer une feuille de route pour atteindre leurs objectifs de développement durable. Donc de décarboner leurs opérations, leur façon de travailler, et plus simplement être efficace, donc être efficace dans la gestion de l'énergie, dans la maintenance, et tout ça à l'aide de solutions digitales. Donc ces solutions, c'est, on va y venir, des capteurs qui communiquent avec des logiciels et l'intelligence qu'on a avec nos experts pour aider ces clients avec leurs choix. Alors voilà, justement, parce que Schneider Electric, c'est effectivement, quand on y pense comme ça, c'est l'interrupteur, le disjoncteur, quoi, pour faire simple, hein, pour le commun des mortels. Mais en fait, c'est donc la partie produit. Oui. Et en fait, finalement, dans ce que tu dis, d'abord, Schneider Electric, c'est autre chose. Enfin, en tout cas, depuis quelques années, c'est autre chose. C'est tout le volet digital qui permet de combiner justement le produit et le digital pour apporter finalement des solutions auprès de vos clients. Tout à fait, oui. Et puis on est un groupe mondial, donc déjà juste 36 milliards d'euros de chiffre d'affaires, un peu plus de 150 000 employés, présents globalement partout où il y a de l'électricité, donc ça veut dire vraiment une grande présence sur le globe. Et comme tu le disais, donc au-delà du résidentiel, on a 4 grands domaines d'activité, les centres de données, les bâtiments, les industriels et les infrastructures. Et donc ces grands secteurs d'activité ont tous des défis à relever justement sur l'efficacité énergétique, l'amélioration de leur maintenance, de leur continuité de service et la décarbonation. Oui, alors effectivement, c'est pour ça que je disais en introduction ces deux enjeux, pourquoi je disais qu'ils étaient effectivement assez critiques. D'abord, la décarbonation, peut-être s'arrêter 2 minutes un petit peu sur ces enjeux-là, puisqu'ensuite vous les déclinez justement en solutions. La décarbonation, parce que c'est un enjeu, encore une fois, d'humanité, en quelque part de survie. On le voit bien aujourd'hui avec le changement climatique. Et donc, vos solutions doivent permettre justement de lutter contre ce changement climatique, ou en tout cas le minimiser au maximum. Et puis, un deuxième enjeu qui est
un enjeu autour de la ressource énergétique. Et on sait qu'aujourd'hui, pour faire très simple, l'énergie égale développement, pas d'énergie, pas de développement. Et donc votre mission, quelque part, c'est de trouver des solutions qui permettent de justement baisser ou en tout cas maîtriser cette consommation énergétique. Et on le voit bien dans notre facture au quotidien que celle-ci a explosé ces derniers mois. Alors, comme on l'a évoqué, on va se concentrer d'abord sur un secteur majeur, qui est celui du bâtiment et de l'immobilier. Et peut-être, est-ce que tu peux déjà commencer à nous expliquer, parce que c'est une part majeure de votre business, de votre activité, quelque part un petit peu ce secteur, qu'est-ce que vous y faites, quels sont les enjeux, quelque part, de ce secteur? Et en fait, quand on parle effectivement de décarbonation, d'efficacité, on pense tout de suite aux grandes industries, mais le bâtiment, c'est un endroit où on est globalement, toi et moi, tous les jours. On travaille dans des bureaux, on vit dans des maisons, des appartements, des groupes d'habitation. On va aller faire nos courses dans des centres commerciaux, on va dans des hôtels, on consomme dans des restaurants, bref. C'est quand même un élément quotidien et incontournable. Et paradoxalement, c'est aussi l'endroit où il y a encore beaucoup d'efforts à faire sur cette consommation d'énergie. On a à peu près 30% des bâtiments qui sont équipés d'intelligence. Et quand je dis intelligence, ce n'est pas forcément des solutions très complexes, c'est des simples de mécanismes de régulation de température, thermostat, gestion centralisée du bâtiment. Donc il y a des gisements assez importants à la fois d'économie et de réduction d'émissions de carbone. C'est aussi pas simplement sur l'angle énergétique, mais un bâtiment qui est bien entretenu, qui est maintenu en bonnes conditions, on aura peut-être moins besoin de remplacer certaines parties, certains éléments du bâtiment. Donc pareil, on va aller puiser moins de ressources énergétiques dans la fabrication de ces mêmes composants. Donc il y a tout vraiment un gisement d'économie important dans ces bâtiments. Et très souvent, ces solutions, on en parlait quand on préparait, finalement, pourquoi on ne les adopte pas? Il y a une problématique de se dire quel va être mon retour sur investissement. Est-ce que c'est pas trop compliqué? Est-ce que je vais pas être finalement plus embêté avec des solutions informatiques que je ne maîtrise pas? Donc très souvent, les clients qu'on entend, c'est vraiment les obstacles. Ils peuvent comprendre la problématique de l'économie, mais il y a tous ces freins à l'adoption. Donc nous, vraiment, on amène des solutions qu'on souhaite être le plus simple possible à travers des partenaires qui les déploient pour améliorer l'adoption de ces technologies. Alors, juste quand on parle de bâtiments, on parle de bâtiments tertiaires, de bâtiments résidentiels, de bâtiments industriels, toute forme de bâtiments au sein de vos cibles clients? Complètement, oui. On parle de bâtiments commerciaux, industriels, donc avec des activités qui peuvent être aussi de fabrication, donc de petites industries. Et il y a énormément de bâtiments, encore une fois, sur lesquels on peut agir. Et de plus en plus aussi, on assiste c'est une vraie opportunité de changement, à une organisation de ces bâtiments. C'est les chaînes, l'exemple le plus courant qu'on a en tête, les chaînes de restauration, les chaînes d'hôtellerie, petites, moyennes, qui commencent de plus en plus à avoir des objectifs de développement durable et du coup ils ont besoin de centraliser l'information et de mieux prévoir, anticiper et avoir une feuille de route sur ces sujets d'économie et de développement durable. Oui, parce qu'effectivement, la facture énergétique pèse énormément et donc cette notion de prédiction quelque part aussi et d'optimisation, elle est extrêmement importante. Donc vous aujourd'hui, donc si on résume encore une fois les défis de ces acteurs, c'est baisse de la consommation carbone effectivement de ces bâtiments, optimisation d'énergie. Si on est un peu plus concret sur les solutions, voilà, quelles sont les solutions de Schneider qui permettent de répondre à ces deux enjeux? Alors, le nom de nos solutions connectées tient en un mot qui s'appelle EcoStruxure. EcoStruxure, c'est l'écosystème connecté de produits et de logiciels pour justement répondre à ces défis autour de la consommation énergétique, de ce qu'on appelle la résilience, donc comment faire face à des imprévus, donc des différents aléas quand on gère un business comme celui de nos clients. Donc EcoStruxure, qu'est-ce que c'est? C'est finalement une solution, on va dire, à 3 étages. On commence par des capteurs, donc le monde de l'IoT,
Donc c'est des objets connectés, ou ça peut être très simplement des capteurs de température, d'ambiance, d'humidité, de qualité de l'air aussi de plus en plus, qui est une problématique dans ces bâtiments, parce que finalement les économies d'énergie ne doivent pas se faire au détriment du confort et du service premier de ces bâtiments, de la mission première de ces bâtiments, pardon. Donc on a les capteurs. Ensuite, on a une couche plutôt de contrôle local qui peut être du logiciel ou des automatismes. Donc là, on garde aussi très près du bâtiment certaines tâches de contrôle, température, donc des décisions sur la consommation électrique, sur la gestion du bâtiment. Donc l'outil de supervision du bâtiment. Exactement. Du seul bâtiment, parce qu'on pourrait avoir plusieurs exactement, bâtiments. C'est plutôt au niveau d'un site qu'on fait. Et ensuite, on a la dernière couche où là, on a du logiciel plutôt sur le cloud. On a aussi des services à distance, donc on peut proposer à des clients qui nous délèguent la maintenance ou la gestion de certains éléments de leur bâtiment. Ça peut être tout simplement, voilà, aidez-moi à maîtriser ma consommation énergétique ou aidez-moi à assurer la continuité électrique. Parce qu'on l'oublie très souvent, mais enfin en France, l'énergie est quand même disponible à 99% ou plus. Il y a vraiment beaucoup d'endroits sur le globe où ce n'est pas du tout le cas. Et il y a une vraie problématique de continuité d'alimentation de l'électricité. Oui, alors justement, on va pouvoir y revenir un peu plus en détail. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, il y a d'abord, et c'est l'un des challenges, hein, quand on veut équiper ces différents bâtiments de cette technologie, à la fois produits mais aussi logiciels, bah, il y a un certain coût quelque part à la construction au départ, à l'investissement. Mais ces différentes infrastructures servent un autre objectif qui est majeur dans le coût de revient de la durée de vie d'un bâtiment, qui est la maintenance et la gestion de ce bâtiment. Je me souviens avoir assisté à une conférence de Jean-Pascal Tricoire à l'époque qui disait que 70% finalement du coût de revient d'un bâtiment, ce n'est pas sa construction, mais c'est sa maintenance. Complètement. Et donc là-dessus, vous arrivez avec ces solutions quelque part qui anticipent cette donnée qui est extrêmement importante dans le cycle de vie d'un bâtiment. Complètement. On a vraiment donc cette problématique effectivement de maintenance, de maintien en condition opérationnelle, pour utiliser vraiment le terme utilisé dans l'industrie, mais vraiment on assiste effectivement dans tous les secteurs des clients qui souhaitent se recentrer sur leur métier, qui peut être mieux accueillir leurs clients dans un hôtel, mieux les servir pour un restaurant, leur permettre d'avoir des conditions de travail intéressantes pour des immeubles de bureaux. Et nous, notre rôle, c'est vraiment de les décharger de cette partie. Voilà, qu'est-ce qui peut se passer dans un bâtiment au niveau de la climatisation, de l'éclairage, de plus en plus des bornes de recharge électrique, du chauffage. Donc un bâtiment devient de plus en plus complexe. C'était globalement des murs, des éclairages et des interrupteurs. La complexité a vraiment augmenté. Et donc c'est vraiment un enjeu de plus en plus pour ces bâtiments ou ces business qui souhaitent se recentrer sur leur cœur de métier. Alors, effectivement, comme tu le dis, le bâtiment devient complexe. C'est là où la technologie, quelque part, vient apporter des réponses, des solutions pour simplifier cette complexité et répondre à des challenges d'usage, des objectifs économiques et autres. Alors, si on avance un petit peu dans la discussion, c'est là où, quelque part, on a nos solutions classiques, on va dire du hardware, plus des solutions logicielles, mais on vient rajouter une couche supplémentaire qui est celle de l'IA. Complètement, ouais. Voilà, donc l'IA qui va venir quelque part être un levier de performance, d'amélioration. Alors, juste peut-être en introduction, et après on avancera ensemble dans la discussion, mais quelque part, voilà, l'IA dans les solutions de bâtiment, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, tu fais bien de le rappeler, finalement, comme on a des données qui viennent de ces objets connectés, de ces capteurs, données égale analyse, égale potentiel pour de l'IA, l'intelligence artificielle. Si je donne quelques exemples, et puis on va pouvoir approfondir, mais le premier qui me vient à l'esprit, c'est la gestion de ces économies d'énergie et la complexité d'un bâtiment. Je donne juste une illustration. Il y a quelques années, la distribution d'électricité, c'était un schéma assez simple et linéaire. C'est une centrale qui produit de l'électricité, de la distribution par le réseau EDF ou autre, et des consommateurs à l'autre bout de la chaîne. Donc ça, c'était il y a plusieurs décennies, c'était le modèle assez linéaire. Aujourd'hui, il y a différents modes de production. Il y a du solaire, de l'éolien, il y a du stockage,
Il y a des prix de l'énergie qui varient avec plusieurs acteurs de la distribution électrique. On a des fournisseurs d'électricité qui sont multiples, avec des tarifications qui peuvent varier dans certains pays. On a des tarifications à l'heure, donc qui évoluent plusieurs fois par jour. Ouais, ce qui est dingue, parce qu'en fait, aujourd'hui, nous, quelque part, on a une sorte de prédiction, on connaît notre prix à l'avance, quelque part, Exactement, ouais. en dehors des augmentations Oui. qui sont visibles. Alors que dans d'autres pays, ce que tu me disais, c'est que ça fonctionne absolument pas comme ça. C'est vraiment complètement une autre logique avec une complexité. Et puis on a une complexité des consommations, ce que je disais, savoir dire combien il va y avoir de voitures qui vont charger sur des bornes. Est-ce qu'il va y avoir avec le télétravail des occupants, est-ce qu'on est lundi ou vendredi avec peut-être moins de monde au bureau par rapport à un mardi, mercredi, jeudi. Donc toutes ces questions-là font que c'est une équation de plus en plus complexe. Et là, l'IA a une vraie valeur. L'intelligence artificielle peut dire, finalement, à tout moment, quelle est la meilleure décision à prendre. Est-ce que je passe sur le réseau principal? Est-ce que je passe sur le solaire? Est-ce que j'utilise le stockage à des moments où l'énergie est chère? Est-ce que là, par contre, j'ai peu de consommation à ce moment-là, donc je peux me permettre de repasser avec un tarif moindre sur le réseau principal. Donc tu vois un petit peu cette régulation qui se fait de manière très dynamique et quasi impossible si on devait le faire avec une intervention humaine. Donc là, l'IA permet des vraies économies d'énergie en combinant tous ces facteurs. Alors comment ça fonctionne, juste en synthèse, en restant très vulgarisant le sujet, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as un stock de données de toutes ces différentes sources d'énergie. C'est ça, ouais. Tu as des usages en face, c'est-à-dire qu'il faut comprendre Exactement. L'usage du bâtiment, quelque part. Et c'est en mettant en miroir ces données avec ces usages que tu vas faire des recommandations. Complètement. Et en intégrant des sources de données extérieures, par exemple, ça peut être la météo, de dire on a un entrant qui est important, c'est finalement aussi simplement dans les 3 prochains jours, quelle va être la météo, et j'en tiens compte dans mes stratégies d'économie d'énergie. Donc c'est exactement ça, c'est qu'on utilise les données du bâtiment, les capteurs, les données de prédiction du nombre d'occupants dans le bâtiment. On sait à peu près dire à tel jour, à telle période de l'année, à peu près à combien de pourcents le bâtiment va être occupé. Et puis effectivement, toutes les données extérieures, tarification de l'électricité, météo, etc., etc. Donc, et l'objet, ce qui est très important, on en avait parlé dans la préparation, c'est le bon usage de cette donnée et connaître le contexte. Il ne faut pas oublier, en fait, donc Schneider Electric, on a 300 experts de l'IA, des personnes qui sont vraiment dédiées à comprendre quelles sont les bonnes données à les mobiliser, quels sont les biais éventuels qu'on peut avoir. Il faut se méfier, on peut avoir des sources d'informations où il peut y avoir des données un peu aberrantes, des choses qu'il faut aller trier. Donc l'aspect formation, training du modèle est tout aussi importante. Oui, alors il y a plusieurs choses. Je me permets un petit peu de décortiquer un petit peu parce que c'est important de faire comprendre. Alors déjà, le premier point, c'est que ça veut dire que à la base, déjà, il faut avoir des données pour optimiser les recommandations. Donc ça veut dire qu'on va s'appuyer sur un stock de données, un historique de ces données qui doivent être nettoyées, travaillées, interprétées, ensuite à l'aune d'usage. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on sache ce qu'on souhaite mesurer. Et ensuite, on va, comme tu l'as dit en conclusion ici, entraîner le modèle. C'est-à-dire lui apprendre à, effectivement, par rapport à tous ces paramètres, un petit peu comprendre les pratiques, les usages et donc les bonnes recommandations, puisque derrière ces recommandations, l'objectif c'est qu'elles se fassent automatiquement, sans forcément une intervention humaine. Complètement. Donc juste par rapport à ça, voilà, si on est dans le cadre d'un bâtiment, je suis un promoteur immobilier, je vais construire un nouveau bâtiment, je n'ai pas forcément ce stock de données au départ. Comment on construit justement une solution qui va s'appuyer sur toutes ces technologies, produits, IoT, données, systèmes, etc. Alors, très bonne question, parce que c'est vrai que traditionnellement, on avait tendance à voir tout ce qui est modélisation en disant il faut 1 an à 2 ans de cumul de données pour pouvoir faire les premières recommandations. Ça fonctionne de moins en moins. On voit bien que ça devient contraignant. Donc, on fait appel justement à l'opportunité
que représente l'IA, d'avoir la loi des nombres, hein, de se dire on a plusieurs bâtiments, et d'avoir une sorte de signature du bâtiment, de dire vous êtes dans un bâtiment qui fait telle surface, tel usage, à peu près tant d'occupants. Vous êtes dans à peu près cette modélisation-là que nous, on a observé dans d'autres bâtiments. Dans telle zone géographique. Dans telle zone géographique. Et donc, on peut commencer dès le premier jour avec finalement un modèle, une première base de prédiction qui va être affinée avec le temps. Ça, c'est un vrai progrès qu'on a réalisé récemment en permettant effectivement d'avoir ces économies, ces bénéfices dès les premiers jours. Ouais, c'est tout l'avantage de Schneider, c'est que vous avez une connaissance d'un parc mondial, quelque part, géographiquement distribué, qui permettent de dire dans telle zone, sur telle typologie de bâtiment, on est capable de dire que le modèle qui vous sied, c'est plutôt celui-ci. Et donc, du coup, on va plutôt paramétrer quelque part l'ensemble de la solution et la calibrer par rapport à tel pattern, tel modèle, en tout cas en point de départ. Et par contre, pour ceux qui ont des bâtiments existants, comment vous procédez, puisque si vous arrivez chez un nouveau client, comment se passe le process pour que justement vous puissiez installer vos solutions et justement utiliser l'IA pour optimiser l'installation? C'est vrai que surtout en Europe, hein, quand on regarde le nombre de nouveaux bâtiments reste quand même plutôt modeste par rapport à d'autres zones géographiques. Hein. On est plutôt dans la rénovation, dans les problématiques de flexibilité aussi. Hein. On a beaucoup de clients qui nous parlent de pouvoir dire voilà, un jour mon business il va être organisé de telle façon, l'année suivante de telle autre façon. Donc je veux pouvoir réguler les zones de manière assez différente. Toute la réflexion, c'est d'avoir des capteurs les moins intrusifs possibles, qu'on puisse vraiment brancher très facilement sur le tableau électrique. C'est aussi le savoir-faire de Schneider Electric, hein, c'est de se dire comment je peux aller améliorer une installation existante. C'est aussi du développement durable, parce que c'est dire on ne va pas aller remplacer toute une installation pour aller chercher des économies d'énergie ou de la décarbonation. Donc c'est venir aller s'insérer, utiliser de plus en plus des données existantes, des historiques, faire un audit. Donc ça aussi, c'est des démarches qu'on a. Et il peut y avoir, moi j'aime bien dire, voilà, l'IA, c'est pas forcément tout ou rien, c'est des use cases, des cas d'usage très précis. J'ai un autre exemple sur les contrôleurs de température dans les pièces. C'est une innovation sur laquelle on travaille, d'avoir des points de consigne de température qui sont ajustés par de l'IA. Pour être plus concret, aujourd'hui, si je dois régler la température de ma chambre d'hôtel, je vais dire, je vais mettre 22 degrés, une consigne, et puis le système va en permanence aller chercher ces 22 degrés. Là, la consigne intelligente, c'est de dire en fonction de mon occupation, est-ce que je suis dans la chambre ou pas, est-ce qu'entre 8h et 18h, je suis peut-être à l'extérieur, les conditions météo, l'éclairage dans la chambre, tout un tas de paramètres, de dire finalement le meilleur réglage à tel moment de la journée, c'est celui-ci. Là aussi, on a des économies d'énergie assez importantes à réaliser. On est facilement dans l'ordre de 10% et on peut aller chercher 10 à 20%. Moi, à titre personnel, je me déplace donc pour aller voir des équipes et je constate malheureusement donc arriver dans des hôtels où j'ai la climatisation qui a tourné toute la journée. Alors c'est en arrivant, en prenant les clés de ma chambre et je m'aperçois à 18h probablement que la chambre a été mise à 21 degrés toute la journée. Donc il y a des comportements à changer. Et là, l'IA, avec ces solutions vraiment bien ciblées, a un vrai intérêt. Oui, alors juste par rapport à ça, c'est que en fait, ces personnes qui laissent ces chambres à 18 degrés quand on est absent, finalement, on pourrait les contrôler par mobile à distance et quelque part, les acteurs pourraient facilement le faire. Là où c'est intéressant avec l'IA, c'est qu'en fait, quelque part, les choses se font automatiquement sur la base justement des différentes habitudes, des différents usages de consommation dans le bâtiment et que quelque part, sur la somme de ces usages, on va donner des consignes quelque part de manière totalement automatisée et ça permet de réguler et donc quelque part d'aller chercher les 10 à 20% qui ne sont pas négligeables quand tu prends. Parce que ça, c'était aussi dans la discussion qu'on a eue, c'était autant jusqu'à maintenant ces sujets d'optimisation de la température, de baisse des volets, etc. C'était un confort. On parlait souvent autour de la domotique, qui sont un investissement quand même onéreux au départ. Aujourd'hui, on n'est plus que dans le confort. Aujourd'hui, on est vraiment dans un coût qui est
qui peut être relativement élevé. Quand tu dis 10 à 20% pour une personne, si je ramène ça à l'individu, qui paye, je sais pas, 2 000, 3 000 euros, quand tu dis 10 à 20%, c'est entre 200 et si quelqu'un qui paye 2 000 euros, entre 200 et 400 euros d'économie, ce qui n'est pas négligeable. Complètement. On voit des clients, et pas rare de voir des factures d'énergie, alors sur des bâtiments un peu importants, mais si je dis 100 000 euros par an, 10% d'économie, c'est 10 000 euros. 10 000 euros, ça permet de financer un début de système d'économie d'énergie. Donc, on est sur des rendements, des amortissements de 2 ans en moyenne, où on peut finalement rentabiliser son investissement. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, comme tu le dis, c'est qu'il y a l'urgence climatique, mais l'urgence climatique reste malheureusement dans l'esprit de beaucoup assez lointaine, quoi, en se disant oui, effectivement, on a des objectifs à 2030, 2050. Là, il y a une crise énergétique qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, des prix de l'énergie qui ont considérablement augmenté. Donc, on voit vraiment cet intérêt, ce double intérêt de finalement inciter à la décarbonation, à penser aux économies d'énergie, en utilisant aussi le levier assez important de la crise énergétique à court terme pour faire changer les habitudes et les mentalités. Ouais, et donc vous, aujourd'hui, quand vous arrivez chez un client, tu le disais, c'est peut-être un audit au départ qui est proposé avec ces différentes solutions. Concrètement, pour un client qui souhaiterait venir installer des solutions avec l'IA, comment ça se passe? Tu viens avec tes équipes, c'est directement packagé dans vos solutions, voilà, parce que ça paraît un peu obscur quelque part, l'utilisation de l'IA pour le commun des mortels. Alors, l'IA est intégrée à nos solutions logicielles ou à nos services qu'on propose à distance. En fait, on a deux grands modes d'interaction avec les clients. Si je veux vraiment simplifier, on a les clients qui vont être autonomes, qui vont acheter un logiciel. Celui-ci, avec les capteurs, etc., étant mis en œuvre par un réseau de partenaires. Donc, on a les éco-experts, par exemple, donc EcoStructure et éco-experts, qui vont aller déployer les solutions. Donc, ce qui permet d'être à la fois un groupe global, mais très local. Donc, finalement, des entreprises puissent faire appel à des professionnels dans la même ville, le même pays, pour déployer ces solutions. Donc là, je dirais, le partenaire déploie et l'IA est intégrée au logiciel que le client va utiliser. Il y a le deuxième mode d'utilisation où le client nous délègue, interagit avec nous délègue la gestion de certains aspects de son bâtiment. Là, on propose un service, donc les services EcoCare, et ces services font appel à de l'IA pour permettre de gérer un ensemble de sites de manière efficace avec les meilleures recommandations possibles à nos clients et les prédictions qui vont avoir lieu. Donc ça, c'est les deux modèles qu'on peut avoir de déploiement. Voilà ce que je pouvais dire. Et si on prend le modèle plus local, sans faire appel au service de Schneider, donc vos partenaires aujourd'hui, quand ils arrivent, parce que quelque part, on va dire au départ, c'est là où il y a une transformation des métiers aussi qui est intéressante, qui s'opère, parce qu'au départ, ils sont installateurs, j'imagine, des solutions qui embarquent des capteurs, mais sur le volet logiciel et puis traitement de la data, parce qu'au final, c'est ça dont il s'agit. Quand on parle d'IA, on est sur des données, donc sur de l'interprétation, sur la compréhension des cibles d'indicateurs qu'on veut aller mesurer. Comment ils procèdent? Est-ce ça veut dire qu'ils ont des consultants en interne chez eux aussi? Ils ont des intégrateurs techniques Alors, pour l'intégration du logiciel avec les capteurs en eux-mêmes, en fait, on a vraiment des solutions pré-testées, pré-validées chez nous. Donc, on essaye d'enlever le plus possible de contraintes et de risques lors du déploiement de ces solutions, donc avec beaucoup de plug and play. Donc ça, c'est hyper important dans l'adoption. Au final, le métier du partenaire évolue, donc on forme, on accompagne, mais justement, on essaie de faire en sorte que ce soit le plus intégré possible au métier, à la fois le métier du partenaire et le métier de l'utilisateur final. Il ne faut pas l'oublier, l'utilisateur final, il gère des bureaux, il gère des restaurants, des hôtels. Il n'est pas là pour vraiment gérer des processus de distribution électrique. Donc l'IA, elle intervient vraiment comme un simplificateur en passant de données
qui pouvaient être un peu très techniques, en disant voilà, vous avez un problème sur le disjoncteur numéro tant, ou vous avez telle surconsommation. Non, de le présenter en disant recommandation du jour. Si vous baissez votre climatisation de temps, de degrés, vous allez réussir à économiser tant ou vous rapprocher de votre objectif d'économie d'énergie. Donc comment on passe finalement de ce métier assez finalement pointu à le rapprocher du métier, l'utilisateur final, c'est vraiment, en tout cas, ce qui me passionne et ce qui vraiment un défi au quotidien. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez vraiment travaillé à simplifier l'intégration et l'utilisation de l'IA au sein de l'installation de ces différentes solutions, comme tu le dis, parce qu'un des enjeux majeurs, d'abord, c'est de comprendre ce qu'on peut en faire, et puis derrière, c'est l'adoption, qui est un sujet important. Alors, on a beaucoup parlé d'économie qu'on peut attendre par rapport à l'installation de ces solutions, mais on sait que l'IA consomme aussi de la ressource. Donc c'est un peu le débat qu'on a eu tout à l'heure, justement sur, quelque part, je pose des solutions qui, grâce à l'IA, vont me permettre de répondre aux enjeux comment dire, de décarbonation et puis d'optimisation et de baisse de ma facture énergétique. Mais l'IA a un coût, puisqu'elle consomme elle-même de la ressource. Comment vous approchez cette question-là, puisque j'imagine que des clients vous posent la question Oui, alors il y a une équation vraiment globale à considérer, à se dire le coût d'une recommandation par rapport aux bénéfices que ça va amener. Si je vais aller régler un problème je vais vraiment simplifier, qui va faire diminuer de 100 l'empreinte carbone ou la consommation énergétique, si ça me coûte 1 pour le faire en termes d'IA, ça reste globalement intéressant. Donc c'est vraiment à chaque fois aussi une problématique qu'on se pose d'avoir une IA responsable qui utilise le bon nombre de données. Il ne s'agit pas d'aller envoyer des tas de données en permanence et donc c'est là où notre métier intervient aussi. C'est-à-dire quelles données, pour quel problème à régler, et d'avoir ce juste dosage pour avoir une utilisation, je dirais, la plus modérée et raisonnée possible de cette IA. Donc effectivement, sur les centres de données qu'on abordera, c'est à la fois le problème et la solution. C'est ce qui est assez paradoxal. C'est plus d'IA, c'est plus de centres de données, plus de consommation d'énergie, et à la fois en utilisant cette IA pour aller contrôler cette consommation d'énergie. Oui, c'est-à-dire que, en fait, comme tu le dis, à la base, on a tout ça de stock qui viennent des capteurs. Et le but, c'est d'aller rechercher cette taille de données qu'on va interpréter et qui doit consommer le moins de ressources possible pour rendre l'équation viable, finalement, Ouais. entre la promesse qui est faite et puis cette économie. Parce que l'économie, elle peut être individuelle pour vos clients, mais il faut regarder la photo globale. Oui. C'est-à-dire, effectivement, l'objectif étant de quelque part aussi, à l'échelle de l'humanité, diminuer cette consommation carbone. Alors, on arrive un petit peu au terme de ce premier épisode extrêmement intéressant. Je ne sais pas si tu avais d'autres points à rajouter particuliers. Non, je dirais qu'aujourd'hui, donc là, on amène de l'innovation dans nos produits, donc dans nos logiciels, dans nos capteurs. On essaie vraiment de pousser avec nos clients. Donc, on travaille vraiment en étroite collaboration avec nos clients. Si je parle de promoteurs immobiliers, par exemple, qui vont chercher à valoriser leur bâtiment en disant un bâtiment plus intelligent, moins gourmand en énergie, c'est un bâtiment qui va coûter moins sur le temps, qui va être attractif pour des clients qui vont louer ces mêmes bâtiments, et puis à la revente, il y a un vrai bénéfice. Donc ce sont des vraies thématiques qu'on aborde, c'est pas du buzz, c'est des sujets d'innovation en partenariat avec nos clients. Je dirais juste en conclusion qu'on essaye aussi d'imaginer des nouveaux cas d'usage autour du bâtiment autonome, autour de comment l'IA peut m'aider à prendre des décisions sur quelle salle de réunion aller occuper à tel moment de la journée, quelle ambiance mettre dans la salle en fonction du nombre d'occupants, mais en étant vigilant, et ça c'est aussi une conviction personnelle, à la juste utilisation des technologies, que ça reste un allié, un conseiller, mais qu'on garde finalement la bonne distance pour se concentrer sur ce qui est important pour nous, c'est-à-dire l'humain, la connexion entre humains, le rester sur son domaine de métier, sur ce qu'on aime faire, et moins sur des écrans et sur de l'interaction avec des machines.
Ouais, effectivement, c'est une excellente conclusion, puisque, en effet, alors, d'abord, pour les promoteurs, je pense que cette notion-là, elle devient de plus en plus importante pour valoriser le bâtiment. Et deux, tu l'as très bien dit, l'IA reste un outil et doit rester un outil. En tout cas, on doit, de manière responsable, le cantonner à cette fonction, parce que l'objectif, c'est de pouvoir mieux améliorer les conditions de vie des différents occupants, que ce soit dans le domaine tertiaire ou dans le domaine résidentiel, et effectivement conserver cette notion du confort et puis de l'humain au centre des préoccupations, et éviter tout gadget, en fait, parce que, comme on en discutait, tu peux pousser tellement la machine loin avec ce type d'usage que tu en arrives à des choses complètement stupides dans les use cases. Et par contre, c'est là où c'est très important de se concentrer sur l'essentiel et d'utiliser correctement ces différentes solutions. Alors, euh, tu l'as évoqué aussi pendant notre échange. Pour le prochain podcast, il y a un des métiers qui est au centre de vos activités, qui est celui des data centers. Donc, dans le prochain épisode, on va pouvoir échanger ensemble sur qu'est-ce que vous faites au sein de ces data centers et comment l'IA aujourd'hui s'inscrit, et quel est ce lien de dépendance entre l'IA et data center. Donc, rendez-vous au prochain épisode. Rendez-vous au prochain épisode. Merci Hichem Mer- et à très vite. Merci Anis.